Qui sont-ils ? Quelles sont leurs attentes et leurs enjeux dans leur statut de collaborateur ? Bienvenue dans Collaborator. L'objectif de ce podcast est de porter la voix et les attentes des collaborateurs pour permettre aux avocats et aux cabinets d'être plus en phase. Chez Neria, nous accompagnons gratuitement les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec nous, on sera ravis de pouvoir échanger. J'en profite pour vous inviter à faire un tour sur le site internet. Vous y trouverez des guides, du contenu accessible gratuitement, des articles, des podcasts. On vous met tous les liens dans la description de ce podcast. Bienvenue dans ma conversation avec Théo Zanconato, avocat au barreau de Paris et spécialisé en droit immobilier. Dans cet épisode, nous explorons ensemble son parcours et ses motivations. Pourquoi a-t-il choisi le droit immobilier ? Comment a-t-il trouvé le cabinet qui correspond à ses attentes ? Quels sont les éléments essentiels à ses yeux pour un recrutement réussi, une collaboration enrichissante et surtout un management efficace ? Nous aborderons également les sujets clés tels que l'évolution de carrière dans un cabinet, les attentes en termes de formation, d'équilibre de vie professionnelle et personnelle, tout ça dans une profession très exigeante. Enfin, Théo partagera sa vision de l'avenir pour la collaboration et pour le métier dans son ensemble. Ce podcast est l'occasion de mieux comprendre les défis, les attentes et les aspirations des collaborateurs pour en tirer des enseignements concrets pour améliorer les pratiques en cabinet. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Théo, merci beaucoup de venir dans ce podcast. Merci Eva, bonjour à toi. Plaisir d'être ici à 8h30 du matin. C'est un grand plaisir. J'ai hâte d'en savoir un peu plus et de me faire oublier cet horaire. Est-ce que tu peux me dire déjà dans un premier temps pourquoi est-ce que tu as voulu devenir avocat ? C'est un peu par hasard. Au début, je voulais être fonctionnaire. Moi, j'avais fait du droit européen, du droit international. Et j'ai fait un stage chez le préfet de région d'Occitanie. Stage très intéressant mais qui s'est plutôt mal passé et j'ai vu un peu l'envers du décor de l'administration, ça m'a pas beaucoup plu, je me voyais pas travailler dedans et il y a quelque chose qui me plaisait, c'était le contentieux des étrangers. C'est un service de la préfecture et où là il y a un dossier et il faut essayer de le traiter, de le défendre. Ça m'a plu, j'ai refait un stage après en cabinet d'avocat en master 2 et ça m'a encore plus plu, j'ai passé l'examen et j'ai été pris. Mais c'était pas l'objectif initial, je suis vraiment pas du type de ceux qui veulent être avocats depuis qu'ils sont enfants, etc. C'était pas du tout une vocation quand j'ai commencé le droit. En fait, j'ai interviewé quand même pas mal d'avocats en droit des affaires et c'est très souvent cette réponse-là. J'ai l'impression que la passion vient sur d'autres matières, d'autres spécialités et moins sur celle-ci. Donc, les pénalistes, c'est les pénalistes qui font ça. Ouais. Qu'est-ce qui te branchait pas justement ce côté administration et que tu as pu peut-être retrouver dans l'avocature ? Il y a un plafond de verre dans l'administration. C'est très dur d'arriver à des postes d'un certain, de monter dans la hiérarchie si on n'a pas fait des écoles type Sciences Po, l'ENA, etc. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans l'administration et je trouve que c'est une machine qui est très lente. C'est très difficile de faire les choses. On faisait des réunions, on fixait des réunions dans 2 mois et la veille on se disait « Ah mais de quoi on va parler ?» Et on réunissait énormément de monde. Donc, c'était un fonctionnement que je trouvais un peu... voilà, exactement. Très clair. Et donc, du coup, quel va être ton parcours à la fac et puis en termes de stage, de matière et puis aujourd'hui en tant qu'avocat universitaire et professionnel ? Alors, au début, en licence, j'étais vraiment pas un bon élève. Je faisais rien du tout. Vraiment, le minimum, j'avais 10 sur 20 et pas plus. Et ensuite, je suis parti faire un master à Toulouse en droit international. Et là, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, voilà, tu arrives à avoir 10 sans faire grand-chose, mais jusqu'où tu peux monter si ça te plaît et que tu travailles. Et là, j'ai eu des très bonnes notes. Et ça a été un peu ma porte d'entrée dans le droit. Après, mine de rien, quand j'ai commencé à pratiquer, à faire des stages en cabinet, tout m'a plu. Il n'y avait plus vraiment de limite. J'ai toujours beaucoup de mal avec le droit fiscal. Je dirais que c'est un peu c'est un peu difficile de m'y intéresser. Mais à part ça, vraiment, tout me plaît. Et au début, justement, j'ai cherché à pas trop me spécialiser pour toucher un peu à tout. J'ai vu, si je dis pas de bêtises, qu'à la fac, après ton M2 ou en parallèle, tu as fait un diplôme universitaire. Je me demandais pourquoi et est-ce qu'il y a un intérêt au quotidien dans ta pratique ? Alors, j'ai fait un diplôme universitaire de droit européen parce qu'à l'époque, donc, les sélections, c'était en Master 2. J'étais en Master 1, j'avais un mauvais dossier en licence. Et le directeur du DU, donc en parallèle du Master 1, c'était le directeur du Master 2.
Et donc je me suis dit, fais le DU, voilà, rencontre le directeur, parce que j'avais lu ce qu'il avait fait et je trouvais ça hyper intéressant. Et donc c'est comme ça aussi qu'on a accroché. Et je pense que ça a aidé pour avoir... Donc tu as été pris dans le master. J'ai été pris dans le master à la fin, exactement. Et donc après, donc, tu passes ton barreau, tu fais quelques stages, j'imagine. Dans quelle matière tu te spécialises? Comment? Pourquoi? Alors, au début, je me suis vraiment pas spécialisé. J'ai fait beaucoup de contentieux assez généralistes. J'ai fait du droit du travail, j'ai fait du droit des affaires, j'ai fait du droit bancaire. Et c'est vraiment en arrivant au cabinet où je suis actuellement, qui est le cabinet Lawal, où là, j'ai commencé à faire beaucoup plus d'immobilier. J'en avais fait un peu avant, de la construction, etc. Mais maintenant, je fais quasiment plus que ça. Donc c'est vraiment par rapport à ma dernière collab, ça fait déjà 3 ans, mais c'est là où j'ai plus fait que du droit immobilier. Et est-ce que c'était une volonté justement d'aller dans des structures au départ qui sont généralistes? C'est vrai qu'à Paris, on voit beaucoup d'avocats qui se spécialisent, surspécialisent, et c'est un peu le marché aussi qui veut ça. Est-ce que tu t'y es retrouvé par hasard? Enfin, comment ça s'est fait? Je sais que ta première collaboration, c'est dans un petit cabinet, pour le coup. Oui, alors à l'époque, ma première collaboration, elle a duré peut-être 3-4 mois parce que c'était la structure qui m'avait pris en stage final. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de place et on nous disait il faut à tout prix arriver à décrocher sa collab dans le prolongement du stage final parce qu'en collab, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. C'était en 2019. Donc j'ai prêté serment, j'étais dans cette collab. Et début 2020, il y a eu le Covid et moi j'avais fait quasiment toute ma vie en banlieue parisienne et le confinement, je ne l'ai vraiment pas bien vécu. Être enfermé, c'est vraiment pas mon truc. Et c'est comme ça que j'ai décidé de partir en fait sur l'île de la Réunion. Et sur l'île de la Réunion, il n'y a pas de grosse structure. Donc j'ai cherché un job de collab sur l'île de la Réunion que j'ai trouvé et je suis parti. Donc il y a vraiment pas, je me suis pas dit, je vais aller dans les gros cabinets pendant 2-3 ans pour avoir une belle référence sur le CV et après aller là. Non. Pour être honnête, non. Et donc à La Réunion, on en voit souvent qui partent, qui font des allers-retours, souvent pour des PPI aussi ou ce genre de choses, dans des administrations. Est-ce que tu as ressenti que la pratique du métier d'avocat, tant sur le fond que sur la forme, était différente que sur le territoire? Alors, sur le territoire, entre la métropole et La Réunion, je ne peux pas trop juger. Entre Paris et La Réunion, oui. Je pense que le niveau général est moins bon à La Réunion, on ne va pas se mentir. Après, moi, j'ai eu la chance de travailler pour un patron, maître Michael Yacoubi, qui est plutôt très exigeant, qui fait beaucoup justement de droit bancaire, de saisie immobilière, de voies d'exécution. Donc, c'était très sérieux en termes de pratique professionnelle. Après, oui, il y a une différence même d'esprit. Je dirais qu'à Paris, on est 70 000 avocats. Au barreau de Saint-Pierre, on doit être 70. Donc, c'est pas du tout la même manière de pratiquer. Mais il y en a des très, très bons aussi à La Réunion. Mais c'est pas le même cadre. C'est pas le même cadre d'avoir la plage et d'être au paradis sur terre. C'est un peu ça La Réunion. À Paris, c'est différent. Alors, on spoile rien parce qu'on te voit ici. Tu reviens à un moment donné à Paris. Comment, quand on revient à Paris, on cherche une nouvelle collaboration? Quels sont les critères justement après avoir passé plusieurs mois ou années ailleurs dans un cadre qui est plus détendu aussi, on va dire, et peut-être moins concurrentiel pour rechercher cette collaboration? Et aujourd'hui, je me trompe pas si je me dis que tu es beaucoup plus spécialisé qu'auparavant. Et donc comment aussi on va vers cette spécialité et quelle est-elle d'ailleurs? Alors, quand je suis revenu, j'ai fait comme tout le monde. Moi, j'ai posé des CV un peu partout par rapport aux offres qui étaient sur Village Justice. Et le cabinet actuel, c'était un cabinet franco-italien, donc j'ai passé plusieurs entretiens. Après, quand je suis revenu, c'était en 2022, je pense que le marché commençait déjà à changer et qu'on avait quand même, il y avait moins de candidats. Avant, il y avait peu d'offres et beaucoup de demandes d'emploi, et ça a baissé en fait. Donc j'ai pas eu beaucoup de mal à trouver une collaboration. J'avais même l'embarras du choix entre plusieurs collabs. Et j'ai choisi celle-là parce qu'il y avait ce côté justement immobilier qui m'intéressait beaucoup et aussi une dimension internationale qui m'intéressait. Donc c'est ça qui a fait que j'ai choisi ça. Ok, donc c'est les matières principalement qui te font choisir ce cabinet-là? C'est le feeling aussi. C'est-à-dire qu'on est reçu en entretien, on voit un peu qui y a et puis on voit effectivement ce qu'ils proposent.
Il y a les matières, effectivement, il y a est-ce que c'est du conseil, est-ce que c'est du contentieux, quelles sont les perspectives un peu d'évolution, qu'est-ce qu'on va être amené à faire, et tout ça c'est important, mais voilà, je dirais que moi je fonctionne beaucoup au feeling et de me dire là je le sens bien, peut-être mieux qu'ailleurs, donc allons-y quoi. J'aime bien demander, est-ce que tu as des questions justement, alors pas forcément pièges, hein, mais un peu favorites à poser en entretien, et en fonction de la réponse, de l'absence de réponse, du blanc, ou enfin peu importe que l'associé va mettre, ça va te donner une indication justement sur ok, il faut y aller, il faut pas y aller, etc. Franchement non, parce que déjà j'ai pas fait beaucoup d'entretiens, et ensuite à l'époque c'était pas aux collaborateurs de poser des questions. Moi, je posais plutôt des questions sur les matières, qu'est-ce qu'on va faire au quotidien, sur quel dossier il faut travailler, mais c'était quasiment aussi pour paraître curieux et intéressé par le cabinet. Mais à l'époque, c'était ça. Je pense que maintenant, on a des collaborateurs qui disent alors la clientèle personnelle, alors les horaires, etc. Mais avant, je trouve que l'époque était quand même un peu différente. C'est intéressant de voir ça, ouais. On voit évidemment la différence, et tu le disais, il y a beaucoup plus il y a moins de candidats, etc. Et puis la balance et le pouvoir était plus entre les... Ça s'est un peu équilibré, pour être honnête, j'ai l'impression, mais peut-être que tu n'es pas forcément d'accord avec moi. Mais par contre, c'est beaucoup plus devenu un échange, l'entretien aujourd'hui. Oui, complètement. Ce qui est plutôt une bonne chose pour réussir à mettre en adéquation les intérêts de tout le monde, ou tu trouves qu'il y a quelque chose encore un peu bizarre à ce sujet-là Ah non, moi je trouve ça rigolo, parce que justement, quand j'ai prêté serment, c'était pas du tout le cas. Après, oui, je pense que le statut même de collaborateur fait que là, maintenant, je vois passer des annonces qu'on ne voyait pas il y a 3-4 ans, du style on respecte l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, etc. Alors qu'avant, c'était vraiment, voilà, on va être dur et... Voilà, donc non, c'est bien que ça se rééquilibre, c'est bien aussi que les collaborateurs puissent avoir des choses à faire valoir aussi vis-à-vis du travail et ce qu'ils veulent. Après, voilà, quand on parle aux collaborateurs, c'est pas encore assez. Quand on parle aux associés, il y a toute une génération qui ne veut plus travailler. Donc il y a toujours, je pense, une petite fracture entre la génération du dessus, qui s'est fait largement exploitée par celle d'encore avant et qui a cravaché et qui attendent que ce soit la même chose qui se reproduise, et celle qui arrive, qui a peut-être moins envie de ça et qui a peut-être moins envie de tout sacrifier pour leur carrière. Et toi qui fais plutôt partie de la nouvelle génération d'avocats, pour toi, c'est comment on trouve cet équilibre-là justement avec des points de vue assez différents que tu viens de m'évoquer entre les deux générations? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Ça dépend, en fait c'est propre à chacun. Moi je suis pas sûr que ce soit une histoire de génération. Je vois des jeunes arriver qui vont travailler 12 heures par jour et qui vont être concentrés sur leur business, qui vont toujours aller plus loin, et d'autres qui préfèrent être un peu plus tranquilles et un peu une collaboration sur le mode salarié, qui n'ont pas tellement envie de développer leur clientèle personnelle, qui font des bons horaires, mais voilà, qui vont pas se déchirer par ailleurs. C'est plus une histoire de personnalité que de génération. Et alors pour toi, c'est quoi aujourd'hui dans ton cabinet du bon management? En quoi toi, qu'est-ce qui va pouvoir t'impacter pour être bien managé, ou à l'avenir, ou maintenant bien manager les autres aussi? Alors sur ce qui me plaît, de la bienveillance, de la volonté de transmettre du savoir, etc., de se former. Et moi, j'ai la chance d'avoir un associé qui est beaucoup dans cette démarche, qui est très à l'écoute, et donc ça aide beaucoup. Et oui, avoir une bonne ambiance, je pense que c'est important. Je pense que les associés sous-estiment l'ambiance. Pour le coup, oui. Je pense qu'on travaille, on fait un métier qui est difficile, et moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir aussi une équipe soudée et avec qui on s'entend bien, pour justement pouvoir affronter tout le reste en fait. Et tu ressens qu'aujourd'hui, avec plusieurs années d'expérience, VS, le début même de cette collaboration, ça fait 3 ans que tu y es, tes demandes justement en termes de management, de formation ont évolué et changé, et je ne sais pas si tu te rappelles ce que tu demandais au départ et ce que tu demandes aujourd'hui, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui?
Au départ, moi je voulais vraiment me former à l'immobilier, voir un peu tout. Maintenant c'est toujours le cas, moi j'apprends toujours énormément. Ça va faire 5 ans que je suis avocat, donc je considère que je ne suis pas du tout arrivé. Je pense que de toute façon dès lors qu'on se considère arrivé, on est mort et on va faire une erreur. Après en termes de management, non, maintenant ce qui m'intéresse c'est plutôt d'essayer d'en former d'autres en fait, de me former des stagiaires ou d'essayer de transmettre. C'est un peu à mon tour, j'ai l'impression. J'arrive à un stade, pour ça que je fais charger de TD, etc. Parce que je considère que j'ai quand même acquis quelques connaissances et que ça vaut le coup de les transmettre. Et voilà, c'est ça qui a changé, je trouve. C'est passer le relais un peu. Belle transition, chargé de TD, pour l'être, il faut avoir un peu de temps, le dégager dans sa semaine. Il faut donc que son cabinet accepte ou faire accepter à son cabinet de le dégager. Comment on a cette discussion avec ses associés, parce que c'est souvent, alors que ce soit pour développer ça ou de la clientèle, on en parlera après, c'est souvent un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Moi, je sais que maintenant, j'ai un peu trouvé la solution, c'est que j'ai trouvé des TD qui ont lieu le samedi matin. Donc, c'est horrible pour les étudiants, mais pour mes associés, il n'y a pas de souci, puisque théoriquement, le samedi matin, je bosse pas, et moi, ça me permet un peu de lancer mon samedi, entre guillemets, de ne pas faire la fête le vendredi soir, parce que j'ai un TD le lendemain matin, et après, continuer à bosser la journée du samedi. Donc, pour eux, il n'y a pas de difficulté, mais c'est vrai que l'année dernière, par exemple, je donnais des TD le vendredi après-midi, et c'est toujours difficile, parce que oui, c'est super d'être chargé de TD, etc., mais cette activité-là, plus la clientèle perso, etc., ça peut poser un problème sur l'équilibre entre le temps de travail dédié au cabinet et le temps de travail dédié au personnel, entre guillemets. Et tu te rappelles justement, alors bon, aujourd'hui c'est le samedi matin donc c'est plus un sujet, mais comment tu l'as amené auprès de ton cabinet et comment on le fait justement accepter, parce que oui c'est une collaboration libérale, mais on le sait, ça reste qu'on doit des heures au cabinet parce qu'on a une rétrocession et finalement... Bien sûr, mais le piège, c'est que c'est pas défini. Le piège, il est là. C'est qu'on dit on a le droit de développer une clientèle personnelle, mais il n'y a pas de quantification. Et elle est quasiment pas possible, puisque de base, on n'a pas d'horaire en collaboration libérale. Donc, c'est très compliqué de le dire. J'ai la chance, encore une fois, d'avoir un associé qui respecte énormément ça et qui m'a jamais trop embêté, à vrai dire, là-dessus. Sauf il y a des semaines où les dossiers personnels plus les TD vont me prendre beaucoup de temps. Et là, il va me dire attention, ça fait trop. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un débat parce que je pense que c'est un peu le vice du contrat de collaboration, c'est qu'il n'y a pas de temps dédié et de toute façon ce serait impossible de le faire. Parce que j'allais te demander comment on pourrait mettre en place, toi, c'est quoi l'idée que tu as? J'ai une audience perso le mardi matin et qu'on a dit, par exemple on a bloqué un autre jour, qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué, je pense que ça demande aussi une discussion avec les associés et je pense que la rétrocession qui est versée dans le cadre de la collaboration doit être fonction de ça aussi quelque part. C'est un peu dingue ce que je dis par rapport au reste, mais si je fais des très gros horaires, que j'ai énormément de temps qui est dédié à mon cabinet, ma rétrocession ne sera pas la même, elle sera forcément plus élevée que si j'en fais moins. Je pense que ce qui est un bon moyen de quantifier, c'est les heures facturées, même si c'est qu'un critère parmi d'autres. Mais voilà, de dire tu dois facturer tant d'heures et après tu te débrouilles comme tu veux, je trouve que c'est plutôt simple. En fait, de fonctionner comme ça aussi, c'est remettre un peu au centre ce que c'est un collaborateur, ce que c'est une rétrocession d'honoraires, parce qu'on dit, et de faire comprendre quel est le business, parce que on est un prestataire quand on est collaborateur, entre guillemets, donc on doit rapporter quelque chose au cabinet. Si ce qu'on doit rapporter est suffisant, en fait, notre job est censé être fait. Mais c'est intégrer le collaborateur dans une grande partie de business, quoi. Bien sûr, mais c'est pas toujours facile, mais... Un collaborateur, moi je suis entrepreneur individuel depuis le début. Donc intégrer, je pense que maintenant, en plus, on a accès au logiciel on voit les heures qu'on rentre, on voit combien c'est facturé, on suit un peu tout ça. Donc je pense qu'intégrer le collaborateur là-dessus, c'est un bon moyen aussi de l'intégrer à la structure, de dire voilà, tu rapportes tant, tu es payé tant, et ensuite tu peux faire... Je pense que c'est plus simple d'être transparent que d'être dans une logique de je vais rentabiliser mon collaborateur à tout prix jusqu'au bout. Après, je ne suis que collaborateur. J'ai pas accès non plus à l'autre côté qui est de gérer toute une structure avec toutes les charges fixes que ça implique, etc. Donc voilà, c'est que mon idée du point de vue du collaborateur. Le débrief dans quelques années. Tu dis que depuis le début de ta collaboration, depuis que tu as prêté serment, tu exerces aussi de manière individuelle, donc ça veut dire que tu as commencé dès le premier jour à développer une clientèle personnelle?
Pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé sur l'île de la Réunion, donc, et beaucoup avec les permanences pénales, etc. Donc, c'était pas vraiment développer de la clientèle personnelle, c'était prendre des dossiers de permanence ou à l'aide juridictionnelle. Et c'est vraiment en revenant à Paris que je me suis dit, voilà, c'est intéressant aussi d'avoir des clients. Et puis, mine de rien, j'ai commencé à faire beaucoup d'immobilier et les gens appellent en fait. Ils disent t'es avocat en droit immobilier, est-ce que j'ai tel litige, j'ai un problème et donc ça permet d'engranger des dossiers personnels. Mais ça arrive aussi qu'il y a beaucoup de confrères en fait qui m'envoient des dossiers et donc de facto on commence à développer comme ça. J'allais te demander justement comment tu fais pour développer cette clientèle. Peut-être que les façons de faire ont évolué aussi au fur et à mesure des années. Complètement. Au début, j'ai pris des dossiers pas du tout rentables parce que je me disais, je suis collab, donc tout ce que je fais en plus, moi j'ai pas de charge fixe entre guillemets, donc tout ce que je fais en plus c'est du bonus et donc j'ai pris des trucs que je prendrais jamais aujourd'hui où je facturais très peu parce que je me disais bah pareil c'est du bonus etc. Et j'ai passé des heures et c'était assez terrible. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'essayer de développer même un tout petit peu parce que ça permet de rentrer dans cette logique déjà de travailler sans filet, de se dire voilà c'est mon nom, c'est ma responsabilité, il y a personne pour relire tous les actes que je fais etc. Et aussi pour voilà, comprendre la partie facturation, etc. Mais j'ai fait des trucs incroyables. Au-delà vraiment des business pas rentables du tout. Je me rappelle avoir corrigé des copies, c'est pas de la clientèle perso, mais je m'étais dit je vais être correcteur pour les prépas de barreaux, machin, l'été. Et c'était terrible. J'ai passé un temps fou pour pas grand-chose, quoi. Donc voilà, c'est un apprentissage et je pense que c'est important de passer par là pour après voir ce qu'on prend ou non, en fait, et d'être un peu plus exigeant peut-être qu'au départ. Et est-ce que tu toques à la porte de tes associés ou des confrères peut-être plus seniors, justement pour les sujets de facture, pour les sujets apprendre à dire non ou apprendre à recontextualiser un dossier, à remettre un petit peu des limites avec ses clients, etc. Ou est-ce que c'est vraiment en faisant simplement que tu apprends sur le tas ? Alors, moi, jusqu'à peut-être il y a 2 semaines, j'ai toujours été dans le même bureau que l'associé de mon cab. Okay. Donc on travaillait vachement en binôme et donc il entend. Quand je suis au téléphone, il entend et des fois quand on a des questions juridiques ou autres, on se les pose en direct. Et donc oui, il m'a quand même donné beaucoup de conseils en me disant là tu es en train d'aller dans le mur, là c'est bien ce que tu fais, là il faut facturer, etc. Donc oui, moi encore une fois, en fait ça dépend vraiment quand on est en collaboration de qui est l'associé. Parce qu'on ne va pas se mentir, dans cette profession, il y a beaucoup d'avocats qui sont assez particuliers en termes de caractère et autres. Je pense qu'il y a beaucoup de stress aussi, qui fait qu'il y a des névrosés, j'en ai croisé pas mal, et des histoires aussi que me racontent des confrères collaborateurs qui sont dingues. Et voilà, moi j'ai la chance d'être dans une structure où c'est sain, où il y a vraiment cette volonté de transmission, et donc y compris sur la clientèle personnelle. Je sais qu'on m'a jamais dit non j'ai pas le temps, c'est tes dossiers, tu te débrouilles. Non, c'est toujours de bons conseils pour essayer de faire évoluer parce qu'ils savent que c'est positif pour l'équipe en fait, que chacun y trouve son compte. Est-ce que ça fait partie d'une des choses consciemment ou inconsciemment qui te fait justement rester dans un cabinet? Tu vois, moi j'aime bien comprendre et aussi faire comprendre aux potentiels associés qui écoutent ça, comment on arrive à faire rester des collaborateurs dans un cabinet d'avocats, parce que tout le monde n'a pas envie de partir. On sait que c'est de plus en plus rapide aujourd'hui, où au bout d'1 an, 2 ans, les avocats partent. Comment on fait rester quelqu'un? Toi, qu'est-ce qui te fait rester dans un cabinet? Franchement, je sais pas. Déjà, j'ai tendance plutôt à être loyal. Par exemple, il y a beaucoup de collabs qui trouvent une collab un peu en secret et qui après démissionnent. Ils ont déjà intégré. Et je me disais, je suis incapable de faire ça. Moi, si je démissionne et ensuite je cherche une autre collaboration. Mais même aller dans le dos, enfin, c'est même pas aller dans le dos, c'est juste défendre ses intérêts. Mais même ça, j'aurais du mal. Ce qui me fait rester, je pense que c'est vraiment une histoire d'esprit d'équipe. Parce que c'est à ça que je tiens, c'est à ça que je crois. Et dès lors qu'on a un esprit d'équipe dans un cabinet d'avocats, on a toujours tendance à rester dans l'équipe. Mais après, voilà, c'est une question aussi je pense, de personnalité. Mais j'ai envie en tout cas, et je préfère la jouer collectif, toujours. Collectif en étant un avocat indépendant dans cette structure? Bien sûr.
Bien sûr, parce que on a des clients, il y a de la clientèle personnelle, il y a des logiques de facturation, mais il y a aussi une logique de cabinet. Si demain il y a d'autres collaborateurs, d'autres associés, etc., on fait corps. On a un nom commun, et puis on va se battre. Je veux dire, demain, on fait du contentieux. Pour moi, c'est très important d'être soudés et d'être ensemble, parce que plus il y a de conflits entre les gens, et puis c'est un courrier qu'on va pas transmettre parce qu'on n'aime pas telle personne, et puis c'est un coup de fil qu'on va pas faire, et du coup ça va affaiblir en fait la force de la structure. Encore une fois, du point de vue du collaborateur, et je suis pas associé, mais oui, pour moi c'est hyper important, et c'est ça qui me plaît. Oui. Mais tu vois, cet aspect, justement, on y revient tout le temps, mais clientèle personnelle, VS clientèle du cabinet, indépendance, mais collectif, comment toi tu perçois l'évolution de la profession pour les années à venir, comment, enfin tu vois, le métier d'avocat, comment on arrive à faire en sorte justement de garder cet esprit collectif avec une génération à laquelle tu fais partie, même si elle évolue rapidement, qui a une vraie envie d'indépendance, de liberté, de compréhension sur tous les sujets, parfois même des sujets qui ne concernent pas forcément un collaborateur junior. Comment on arrive à aller avec l'air du temps, quoi, sur cette profession? Encore une fois, j'ai sûrement tort, mais je pense que plus on est nombreux, plus on arrive à se réunir, et plus on est fort en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'avocats, plutôt d'ailleurs pas de ma génération, mais celle du dessus, qui travaillent à titre individuel, qui ont dit moi je veux pas de salariés, ça me gonfle, les associés ça me gonfle, c'est des conflits, les collabs ça me saoule d'encadrer. Ils sont très forts techniquement, ils sont sur une spécialité, ils font leur truc de 8h à 20h, et ils gagnent très très bien leur vie. Mais voilà, je pense que plus on arrive justement à créer des synergies, on a beaucoup cette tradition de l'avocat tout seul en France, hein. Mais dans d'autres pays, c'est beaucoup moins le cas, hein. En Allemagne, c'est beaucoup de très très gros cabinets. En Italie, pareil. Donc oui, je pense que tout ça reste conciliable. Il faut juste dialoguer, trouver un peu les attentes de chacun et de les faire correspondre, et d'aller tout droit. Mais ça implique aussi de partager le gâteau et d'arriver, et c'est ça toujours qui est difficile. Ouais, c'est ça. Je reviens sur le développement. Je te vois beaucoup avec une petite touche humoristique publiée sur les réseaux, notamment principalement LinkedIn. Enfin, j'ai pas vu s'il y en avait d'autres. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'objectif? J'ai pas tellement d'objectifs. Je sais que je lis plein de choses sur LinkedIn. Je trouve le réseau très intéressant. C'est le seul réseau que j'ai, moi, dans ma vie. Et il y a beaucoup de très bons conseils. Il y a beaucoup de trucs moins bons. Mais je trouve ça intéressant, voilà, de publier, parce qu'il y a des sujets qui m'intéressent et que j'ai envie de partager. Et ça permet aussi d'être visible, de faire parler de soi. Et donc c'est vraiment dans cette démarche-là. J'essaye, là, pour l'instant, de donner des conseils juridiques qui soient accessibles un peu à tout le monde, pour contribuer en fait aux bons conseils qu'on peut avoir sur LinkedIn. LinkedIn m'a appris beaucoup de choses sur la gestion du temps, l'optimisation des ressources, etc. Même le côté développement personnel, où des fois ça va un peu dans le bullshit, mais il y a toujours des bonnes choses à prendre, sur la veille juridique que font certains avocats aussi. Donc voilà, c'est une mine d'informations, et moi ça me plaît d'y contribuer. Et je trouve l'exercice intéressant. Ça change un peu du contentieux, du métier. C'est pas la même rédaction, c'est pas la même manière de faire. Donc voilà, ça m'intéresse. Est-ce que ça t'a déjà apporté de manière tangible quelque chose, tu vois, une clientèle, quelqu'un perso, ou quelque chose pour le cabinet, ou autre chose que je ne peux même pas considérer? Ouais, alors oui, mais indirectement. Jamais personne m'a contacté en disant « Je t'ai vu sur LinkedIn, t'as l'air incroyable, je suis promoteur et j'ai décidé de te donner tout mon contentieux. » C'est pas arrivé encore. Après, ça fait que 2 mois, je perds pas espoir, hein. Mais ça fait que 2 mois que je publie. Après, ça sert aussi à ce que les gens disent « Ah tiens, il existe ». Mine de rien, c'est un peu ça aussi l'intérêt. J'ai appris il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a une règle sur Internet, c'est 90, 9.1 je crois, et c'est genre 90% des gens
publie pas, commente pas, 9% commentent et 1% publient. Et mine de rien, dès lors qu'on publie, on fait un peu partie de ces 1% où les gens vont dire « Ah, mais c'est vrai qu'il fait de l'immobilier, bah tiens, j'ai un dossier, ah, c'est vrai que tu fais ça. » Donc, ça m'a rapporté quand même des clients, ça m'a rapporté aussi des connexions. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis là, indirectement. Et donc oui, c'est intéressant. C'est même assez incroyable ce que ça rapporte en termes de visibilité. Mais la seule chose, c'est la régularité derrière. C'est ça, c'est terrible. En fait, cet été, j'en avais écrit beaucoup et du coup, j'avais du stock, mais là, j'en ai plus. Et donc, c'est dur d'être régulier. Je me suis dit, je publie 2 fois par semaine, mais c'est pas simple. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as des objectifs, tu vois, sur ton perso chiffrés je sais pas combien tu as fait de chiffres l'année dernière ou l'année d'avant, mais de te dire, voilà, je fais x2, x3, j'en sais rien, je multiplie, et tu te mets des objectifs chiffrés. Est-ce que tu te mets des objectifs avec d'autres quantifiables? Enfin, comment tu te projettes là-dessus? Alors, j'ai un objectif chiffré. Je me dis, tous les mois, je vais essayer de facturer tant en clientèle personnelle. Après, je trouve que c'est un peu traître de penser en facturation parce que des fois, je sais pas, il y a quelqu'un qui va me payer une provision, donc ça va monter, mais après j'ai tout le travail à faire derrière. C'est un peu en dents de scie, mais oui, j'essaye de me dire, ok, tous les mois je facture, je sais pas, tant d'euros. Faut pas dire le chiffre, pas dire le chiffre. Tu peux dire le chiffre. Faut pas, non, faut pas. Donc, faut pas. Donc je me fixe un montant et je me dis ok, j'essaye de facturer ça et puis on voit ce que ça donne. Après, c'est aussi au fil de l'eau. Il y a des comment dire, des fois où en une semaine j'ai 4-5 personnes qui m'appellent pour un dossier et d'autres où il y en a beaucoup moins. C'est fluctuant et je pense que c'est pour ça que c'est sympa aussi de développer de la clientèle personnelle parce qu'on se rend compte que tout ça est fluctuant et pour un associé ça doit être assez stressant d'avoir justement cette Je pense qu'il faut, de ton côté, enfin côté collaborateur, le voir peut-être de manière plus trimestrielle ou annuelle, parce qu'effectivement, d'ailleurs même un cabinet, mais c'est en dents de scie là-dessus. Est-ce que à terme, c'est aussi peut-être que ce que je te souhaite, si c'est ce dont tu as envie, mais tu te dis, ok, le jour où j'ai atteint X milliers d'euros de chiffre d'affaires perso, c'est là où je vais avoir la bascule pour soit de demander à passer dans un process d'association ou alors te dire j'ouvre mon cab en perso, enfin je sais pas quelles sont tes volontés, mais est-ce que c'est aussi ce montant-là qui va te faire jouer cette bascule? Il y a une question de montant, il y a une question de maîtrise technique aussi, je dirais. Parce que j'ai beaucoup de confrères, moi, qui se sont lancés très rapidement parce que la collab, ça leur plaisait pas, etc. Et qui sont très bons, mais pour traiter des dossiers très complexes, à grande échelle, ça demande des capacités techniques qui sont tout autres. Et j'ai pas envie de m'installer pour gérer des tout petits dossiers, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les grosses opérations, les choses complexes. Et ça demande, au-delà de la clientèle, ça demande, je pense, de la force de frappe et des bonnes connaissances techniques pour pouvoir répartir le travail. Donc, c'est plutôt ça que je cherche, à vrai dire, avant de me dire, OK, à partir de temps, c'est bon, je peux en vivre et je claque la porte de mon cabinet. C'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à développer une équipe qui soit suffisamment performante et diversifiée pour pouvoir aller plus loin, quoi. C'est plutôt ça qui... Ok. Ouais, pas se fixer déjà dès le départ un plafond de verre que tu pourras pas débloquer parce que tu peux pas atteindre un certain niveau de clientèle qui peut payer, quoi. C'est ça, exactement. Comment se porte le droit de l'immobilier aujourd'hui ? De notre côté, ça va. Après, je sais que tout ralentit. On a beaucoup moins de constructions nouvelles, on a beaucoup moins de transactions immobilières. Après, je pense que on est impacté dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on a moins peut-être d'expertise préventive ou ce genre de choses, puisque ça va avec les nouvelles constructions. Après, on a quand même de quoi, en tout cas à l'échelle de notre cabinet, on a de quoi travailler. On a toujours des contentieux sur les chantiers, sur des ventes, des locations. Ça continue, mais c'est vrai que l'immobilier ne se porte pas bien en France. Le mal logement commence à être, a toujours été un problème, mais là ça atteint des proportions qui sont dingues, et je pense d'abord à tous ceux qui ont du mal à se loger. Je veux dire, je suis avocat, ça va, je gagne plutôt bien ma vie, je suis pas concerné, mais pour tous ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, si on fait exploser leur prix de leur logement, ou on fait des visites et ils sont 50 locataires à être sur le dossier, c'est assez terrible, quoi. C'est assez terrible.
et ben on va suivre tout ça. Ma dernière question sur un peu ton parcours au niveau global, tu vois, on a dit que tu es passé dans un petit cabinet, tu es parti à La Réunion, tu as fini, enfin on est sur le début de ta carrière, mais dans un cabinet où tu es plutôt assez spécialisé. Est-ce qu'avec du coup 5 années de recul, tu ressors de ce passage de très généraliste à plus spécialisé, des avantages et des inconvénients, des choses qui t'ont servi et d'autres qui t'ont desservi pour faire certains choix de carrière, parce que y a beaucoup d'étudiants mais aussi de jeunes collaborateurs qui écoutent ce podcast, et donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir le recul justement de personnes qui y sont passées il n'y a pas si longtemps, pour pas faire soit les erreurs que tu as pu faire, ou à l'inverse pouvoir foncer s'il y a des choses intéressantes qui en ressortent. Alors, je veux pas faire l'ancien parce que, encore une fois, des erreurs, j'en ai déjà fait et j'en referai. Si c'était à refaire, je referais tout différemment, bien évidemment. Mais je pense que c'est important aussi de se planter. C'est important d'aller dans des domaines et puis de se dire, finalement, c'est pas ce qui me plaît. Mon grand-père, il dit que les pierres sont dures partout. C'est-à-dire qu'on a tendance à idéaliser la voie qu'on n'a pas prise, ou telle personne qui a fait tel parcours, alors que il y aura aussi des inconvénients. Moi, ce qui me sert en tant que, justement, avec cette expérience généraliste, c'est qu'un dossier, ça reste jamais vraiment cantonné à une seule matière. Souvent, ça déborde un peu. L'immobilier, ça va déborder sur le droit des affaires. Je sais qu'en procédure civile aussi, j'ai beaucoup appris parce que à force d'aller en cour d'appel, en conseil des prud'hommes, en référé, devant le juge de l'exécution, etc., on commence à maîtriser la procédure un peu partout, un peu dans tous les domaines. Et donc oui, c'est toujours intéressant. Moi, je ne regrette absolument pas d'avoir fait tout ça, d'être parti à La Réunion, d'être revenu. C'est clair que si je voulais faire la meilleure carrière possible en droit immobilier, je me serais spécialisé là-dedans dès le départ. Mais il y aurait eu d'autres inconvénients aussi. Et je pense que ça me donne une vision globale que d'autres ont beaucoup moins. Ouais. Donc l'avantage principal, c'est cette agilité sur plusieurs matières qu'on a tendance à ne pas avoir quand on se surspécialise dès le départ. On a un peu peur d'en sortir, et justement peut-être aussi pour aller développer son perso. Et le côté un peu plus négatif peut-être, c'est de pas accéder à certains types de structures ou de dossiers parce que c'est pas le parcours classique à Paris hyper élitiste, quoi. Exactement, mais le parcours classique à Paris hyper élitiste en a déçu plus d'un. Franchement, il y en a beaucoup qui ont fait des très gros cabs, etc., et qui l'ont mal vécu, à plus ou moins long terme. Mais voilà, moi ça m'a jamais beaucoup attiré. Après, les gros cabs se bousculaient pas pour me recruter non plus, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense que ça apprend aussi à être débrouillard, la pratique de la relation client, du contentieux. Moi, j'ai eu la chance, après, c'est vrai, d'avoir toujours des patrons qui étaient très bienveillants. En stage final, on m'a dit, on va te former de A à Z, et ils l'ont fait. Ils m'ont appris énormément de choses. À La Réunion, pareil, mon patron m'a appris beaucoup de choses sur le plan technique. Et là, encore une fois, donc je pense que pour moi, c'est ça le critère numéro 1, si je devais choisir une collab, c'est comment est l'associé. Est-ce que l'associé est sympa, on sent qu'on va bien s'entendre, il est dans une volonté de transmission, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour qui nous traite comme du n'importe quoi, pour pas être vulgaire, et qui s'en fiche et qui cherche à nous rentabiliser à tout prix. Dans ces cas-là, faut pas y aller. Peu importe le montant de la rétro, et puis se dire qu'on est là pour apprendre au début. Et moi, c'était vraiment ça. Je voulais apprendre et je veux toujours apprendre. C'est le critère numéro 1, en fait. Okay. Bienveillance et apprentissage. Bienveillance et apprentissage. On peut te souhaiter pour les années à venir? La santé, le reste importe peu. Franchement, tant qu'on est en bonne santé, ça va. C'est cliché, c'est bateau, mais toutes ces histoires de conflits, d'argent, d'ambition, ça, si je peux être un peu philosophe, ça vaut pas grand-chose par rapport à juste être en forme. Et on va clôturer sur cette petite phrase philosophique. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, et puis à bientôt. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez découvrir nos contenus, podcasts et articles directement sur le site www.nerga-recrutement.fr. Et si certains sujets vous intéressent particulièrement ou que vous souhaitez entendre certains avocats en priorité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite!